Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Dans la police, c'est généralement quand vous terminez votre service que les appels les plus intéressants vous parviennent. Intéressants sur le plan théorique, bien entendu, parce que, pratiquement, ils sont synonymes d'heures supplémentaires. Le capitaine Léopold est en train d'enfiler son veston pour rentrer chez lui, quand le lieutenant Fletcher capte un appel urgent de l'inspecteur Vincent. « Il nous arrive un sale coup, capitaine. Une tuerie rue Lagrange, des étudiants. 3 ou 4 sont morts. C'est Vincent de la brigade des vols qui nous a prévenus. » Chaque ville universitaire possède au moins sa rue Lagrange, dont les 9/10 des maisons sont transformées en ruches où bourdonne l'élite de demain. Dans la plupart des cas, à raison de 3 ou 4 étudiants par studio. Quand le capitaine Léopold et le lieutenant Fletcher débarquent, Harry Vincent les attend sur le pas de la porte, en compagnie de 2 flics en uniforme. « C'est grave, capitaine. Du sang partout, quel gâchis. 4 mômes d'à peine 20 ans. »« Tous morts ?»« 3 à coup sûr, capitaine. Le 4e est dans le coma. On vient de l'emmener d'urgence à l'hôpital. »« Vous enquêtiez dans le secteur quand c'est arrivé, Vincent ?»« Oui, j'étais dans la maison voisine sur une affaire de recel. » Quand ils entrent dans le studio, Léopold en a le souffle coupé. On ne s'habitue jamais à cette odeur de sang, de poudre et de déjection propre au carnage. 2 adolescents sont effondrés sur le sol, l'un en caleçon, l'autre en pantalon de jogging, le torse et le visage éclatés par la fusillade, du sang partout, même au plafond. Vincent les conduit jusqu'à la salle de bain et désigne la cabine de douche où gît un autre garçon, tête en arrière, la tempe perforée. Le revolver est tombé entre ses jambes dans une mare de sang à peine coagulée. « Il est en short », constate Léopold. « Donc il ne se douchait pas. »« Il s'est peut-être caché ici en entendant la fusillade », dit Fletcher. « Hein, à moins qu'il n'ait tué les autres et mis fin à ses jours, » murmure Léopold en montrant le revolver. « Vous étiez à côté quand ça s'est produit, c'est bien ça, Vincent ? Vous n'avez rien vu d'intéressant quand vous êtes arrivé ? » ?»« Non, rien du tout, capitaine. Mais vous savez, je suis venu par la rue et il y a un escalier d'incendie à l'arrière de l'immeuble. »« Vincent, avez-vous entendu distinctement les coups de feu ? » ?»« Dans la mesure du possible, oui, capitaine. »« Étaient-ils groupés ? » ?»« Oui. Oui, tous, sauf le dernier, à ce qu'il me semble. Il a retenti une trentaine de secondes plus tard. » Vous voulez parler du gosse de la douche, capitaine ? Léopold acquiesce en fouillant soigneusement la salle de bain. Il sait qu'il a des chances de trouver un rien de marijuana ou quelque chose d'un peu plus fort. C'est seulement maintenant qu'il s'aperçoit que le studio est une vraie fournaise et que l'odeur devient insupportable. Il ne glane que du courrier, des cours photocopiés et quelques revues érotiques soigneusement dissimulées. Apparemment, les jeunes gens étaient blancs comme neige. Le matin suivant, le carnage est à la une de tous les journaux. Les victimes, qui s'appelaient Frazier, Magrone et Conway, étaient de familles plutôt aisées. Mais tant que Bill Bushing, le rescapé, continuera de respirer dans la section des soins intensifs de l'hôpital, Léopold gardera l'espoir de régler cette affaire assez rapidement. Il en est là dans ses réflexions
quand Fletcher lui annonce une visite. « Encore un de ces fichus journalistes, c'est ça ?»« Non, pas cette fois, capitaine, non. C'est Herbert Conway, le père de Mark, celui qu'on a trouvé dans la douche. » Léopold secoue la tête, écœuré. Ça n'est jamais agréable de parler aux parents de victimes, et parler avec le père d'un possible assassin l'est encore moins. Herbert Conway est un homme d'âge mûr, dont le costume sort apparemment de chez un très bon faiseur. Il a des manières persuasives, on sent qu'il est habitué à obtenir ce qu'il veut, quand il veut. « Capitaine, autant aller directement au fond du problème, » dit-il d'emblée, sans saluer l'officier. « J'ai vu le corps de Mark et un des policiers a insinué que mon fils s'était suicidé après avoir tué ses amis. » Il aurait mieux fait de se taire, monsieur. L'enquête commence. Nous examinons les aspects de cette tragédie, monsieur Conway. Aussitôt que nous aurons quelque chose, nous vous avertirons. Et ce sera long? Comme vous le savez, le jeune Bashing vit toujours. Tout dépend du temps qu'il mettra à reprendre conscience. Excusez-moi d'être si direct, monsieur Conway, mais votre fils, Mark, se droguait-il? Faut-il toujours en revenir à ces saletés de nos jours? Je suis obligé d'envisager toutes les hypothèses, monsieur. Je suis catégorique, capitaine. La réponse est non. Très bien. Merci de votre visite, monsieur Conway. Capitaine, je suis venu pour obtenir quelque assurance, et vous me congédiez comme un malpropre. Je suis navré que vous le preniez ainsi, monsieur Conway, mais si je me fonde sur l'évidence, votre fils pourrait avoir tiré sur les autres. Cela dit, ce ne serait pas la première fois qu'une évidence serait trompeuse. Vous ne me convaincrez jamais que Mark ait pu tuer, dit Herbert Conway avant de sortir en claquant la porte. Le capitaine Léopold se demande s'il n'a pas un peu manqué de tact quand le lieutenant Fletcher entre apportant le café matinal. « Pas commode, n'est-ce pas, le père Conway ?» fait-il en déposant la tasse. « Mais rassurez-vous, capitaine, je vous amène quelqu'un de bien plus agréable, une certaine Rona Reynolds. Elle est à l'université avec eux et sort avec Bill Bashing. » Rona Reynolds est une très belle fille, grande, brune, rien provocante. Léopold, affichant un grand sourire, lui indique le siège des visiteurs. « Asseyez-vous, mademoiselle Reynolds. Ainsi vous connaissez Bill Bashing. » Je les connaissais tous avant que cela n'arrive. « Le lieutenant Fletcher dit que vous avez quelque chose à me raconter, c'est bien ça? » Je ne sais pas par où commencer, capitaine. C'est tellement moche ce qui s'est passé. Je suppose que vous vous doutez que nous fumions tous, plus ou moins, un peu de marijuana. « Ah bon? Je n'ai rien trouvé dans le studio. » Elle esquisse un pauvre sourire. « Nous en prenions très peu à la fois, capitaine, mais je crois que l'un d'eux vendait de la drogue dure. Un soir que je suis allé au cinéma avec Bill, nous sommes rentrés plus tôt que prévu. Mark Conway était attablé avec un homme devant des sachets de poudre blanche. Dès qu'il nous a vus, il les a jetés dans une boîte en carton. Bill m'a aussitôt entraîné dans sa chambre en plaisantant. Je suis certaine que c'était de la drogue. « Et qui était l'homme qui se trouvait avec eux ?» demande Léopold, après quelques instants de silence. Un grand barbu d'une trentaine d'années. Sa photo est dans le journal du matin, c'est pour ça que je suis venu, capitaine. Étonné, Léopold s'empare de la pile de journaux et l'étale sur le bureau. Rona Reynolds se penche et indique du doigt une photo en première page qui montre la foule de curieux observant le transport d'un des cadavres. L'homme qu'elle désigne correspond au signalement. Léopold constate immédiatement que l'homme ne regarde pas le mort ou l'objectif, mais qu'il fixe attentivement l'inspecteur Harry Vincent. Enfin, un suspect. Mais pourquoi regarde-t-il ainsi l'inspecteur Harry Vincent? Le connaît-il et, dans ce cas, lui reproche-t-il silencieusement d'avoir averti ses collègues? Vous le saurez dans quelques instants. L'inspecteur Harry Vincent de la brigade des vols lance un appel au capitaine Léopold.
Un carnage dans un studio d'étudiants. 3 tués, un 4e dans le coma. Le capitaine Léopold soupçonne Mark Conway d'avoir tiré sur ses amis avant de se donner la mort, jusqu'à ce qu'une de leurs amies parle de trafic de drogue et montre sur le journal la photo du dealer qui fixe, curieusement, l'inspecteur Harry Vincent. « Je pense qu'il serait bon d'avoir une petite conversation avec Harry Vincent », fait Léopold en montrant le journal au lieutenant Fletcher. Harry Vincent étudie longuement la photo, se gratte la tête en regardant dans le vide, et finalement déclare qu'il ne connaît pas ce citoyen-là. Léopold, sous une inspiration subite, téléphone au reporter qui a photographié la scène et prend rendez-vous sur l'heure avec celui-ci. « Bien sûr que je le connais, c'est Peter Gabriel », déclare le photographe. « J'étais bien content qu'il soit là, c'est jamais bon pour un dealer d'être reconnu sur le lieu d'un crime. C'est pour ça que je l'ai photographié. »« Rancune personnelle ?» demande Léopold, mine de rien. « Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, capitaine. Il était surveillant des terrains de jeu. Il a essayé de vendre de la marijuana à mon fils. J'ai porté plainte, mais l'accusation n'a pas tenu à cause d'une erreur de procédure pendant l'arrestation. Vous trouvez ça normal, vous? » « Non, pas du tout. D'ailleurs, on va s'en occuper, » dit Léopold. Quand ils garent leur voiture rue Lagrange, Léopold et Fletcher constatent que Peter Gabriel habite juste à côté du lieu du crime. « Étrange, étrange, étrange », fait Léopold sarcastique. Il sonne assez longtemps avant que Peter Gabriel daigne pointer son nez dans l'embrasure de la porte. « Police ! Et alors, je suis en règle? Dans ce cas, vous allez nous ouvrir, n'est-ce pas? » Peter Gabriel les reçoit à contre-cœur et s'affale sur un fauteuil dépareillé, sans même leur proposer de s'asseoir. « Alors? Vous allez rire, Peter, mais quelqu'un vous a vu en train de vendre de la drogue à vos voisins qui se sont flingués. »« Ah ouais? » fait Peter. « C'est sûrement une illusion d'optique, moi je suis jamais allé chez ces gars-là. »« Vous aimez la lecture, hein? » demande Fletcher en saisissant un ouvrage dans une pile de livres sur la cheminée. « Si c'est le livre creux contenant de la poudre blanche que vous cherchez, vous pourrez repasser avec un mandat, lieutenant. Je connais mes droits, figurez-vous. Alors, vous l'avez, ce mandat? » Léopold et Fletcher se regardent en silence, blêmes de rage. « Nous repasserons, Gabriel, je vous le promets. » Quand ils regagnent leur voiture, Léopold s'arrête et regarde longuement la maison du crime. « Retourne au commissariat, Fletcher, moi je reste ici. J'ai besoin de réfléchir dans un endroit calme. » Il a une clé de l'appartement du crime. Dès qu'il entre, il est saisi par une odeur de mort récente. Tout est laissé tel quel dans les éclaboussures de sang noirci. 3 jeunes vies effacées en quelques instants. Peut-on se faire vraiment au métier de flic? Il entre dans la salle de bain et se penche sur la douche. Le hasard de l'écoulement a dessiné des figures sanglantes qui semblent le narguer d'outre-tombe. Léopold imagine Mark Conway entrant dans la salle de bain pour se faire justice après avoir tué ses amis. Pourquoi? Pourquoi? Soudain, ses pensées sont interrompues par une clé qui tâtonne dans la serrure de l'entrée. Il sort son revolver et hasarde un regard. C'est Rona Reynolds qui entre sur la pointe des pieds. « Mademoiselle Reynolds, rebonjour. » Elle manque de défaillir. « J'ai oublié quelque chose, » balbutie-t-elle. « Certainement, mademoiselle. Vous avez oublié de me dire quelque chose d'important, n'est-ce pas? » Elle s'affale sur le lit, inconsciente de tout ce sang séché, maculant les draps, et se met à pleurer. « Je vous ai dit la vérité, capitaine. Peter était leur dealer.
Ils écoulaient la drogue en vendant de la glace dans la rue. Pas mal d'adultes appréciaient leur vanille framboise. Ils conduisaient la voiturette à tour de rôle. Sauf Billy Boshing, je vous jure que c'est vrai. Je suis venu pour faire disparaître le stock. Je ne veux pas que Billy soit compromis pour rien. Il est innocent, capitaine, je vous le jure. Je ne demande qu'à vous croire, mademoiselle. Mais leur cachette devait être excellente. Nous n'avons rien découvert. Elle esquisse un pâle sourire et se lève, l'entraînant dans la salle de bain. Se servant d'une pièce de 10 cents comme tournevis, elle détache un des bouts de l'épais tube d'acier qui sert de support au rideau de douche. Elle l'incline et le secoue jusqu'à ce qu'une dizaine de sachets de poudre blanche tombent au creux de sa main. Le capitaine les empoche et téléphone au commissariat. « Fletcher, pouvez-vous envoyer une voiture rue Lagrange? Je suis ici avec mademoiselle Reynald qui désirerait compléter sa déposition. À part ça? » « Quoi? » Son visage blêmit, ses doigts se crispent. « Quoi? Boshing assassiné? À l'hôpital? Un inconnu lui aurait administré une dose mortelle d'héroïne? » Rona Reynolds pousse un long gémissement et s'écroule dans la cuvette de la douche, entraînant le rideau à grand fracas. « Tu as le mandat pour cette ordure de Gabriel? Ok, tu t'occupes de lui et de la fille. Moi, j'ai plus urgent. » Après quelques coups de téléphone, Léopold sort et haile un taxi. Il trouve Harry Vincent taillant la haie devant son modeste pavillon. Des jouets d'enfants traînent sur la pelouse. « Capitaine Léopold, que me vaut ce plaisir? Ça suffit, Vincent. Hein? Tu déballes tout ou je te fais bouffer ce sécateur! » Harry Vincent s'immobilise, regarde le sécateur qu'il tient à la main, regarde sa maison, les jouets des enfants dans le jardin. Finalement, résigné, il hausse les épaules. « Si nous entrions, capitaine. » Dans le living room, Harry Vincent demande doucement à une fillette et un garçonnet de laisser papa tranquille et d'aller jouer dehors. J'aurais dû tout vous dire dès le début, capitaine. Il est exact que je connaissais Gabriel. Je savais qu'il traficotait la drogue. Je suis allé le cuisiner et, le jour même, j'ai pincé Mark Conway dans sa voiturette à glace. 100 grammes de cocaïne dans la vanille framboise. Vous ne l'avez pas arrêté? Mais bien sûr que si, capitaine, mais là, j'ai fait une bêtise. Comprenez-moi, il était en short. Il m'a demandé la permission d'aller se changer, et moi, comme un idiot, j'ai attendu dehors. Et vous connaissez la suite. Vous n'êtes pas entré avec lui? S'étonne Léopold. Mais non, il ressemblait tellement à mon gamin qu'il aurait pu être son grand frère. J'ai eu confiance. J'ai eu tort. Oui. Et vous n'aviez aucune raison de ruiner votre carrière pour avoir fait confiance à un jeune gars pendant 2 minutes, Vincent, c'est ça? Oui, c'est ça, capitaine. C'est exactement ça. Au fond du taxi qu'il ramène au commissariat, Léopold, écœuré, regarde sans la voir la circulation intense. Quel gâchis! Quel fichu gâchis! Quelle ville! Quelle époque! Qui sait ce qui se trame dans la tête de tous ces gens dont l'apparence est si tranquille? Soudain, il sursaute, fouille fébrilement dans ses poches, sort son carnet et donne une nouvelle direction au chauffeur du taxi. Herbert Conway le reçoit dans la suite qu'il a louée au Carlton. Il ne semble pas surpris de sa visite. « Quelqu'un a tué Boshing, monsieur Conway. »« Oui. »« C'est vous, n'est-ce pas? »« Oui. »« Qu'espériez-vous, monsieur Conway? »« Je pensais seulement à la mémoire de mon fils. À la mémoire de votre fils ou à votre réputation. Ça suffit, capitaine! Ne soyez pas stupide. Mon fils Mark était d'un caractère exacerbé, passionné, violent, entier. L'année dernière, je l'ai pincé avec une voiture volée tard la nuit dans notre quartier. Je l'ai menacé de le faire arrêter. Il a été pris d'une panique folle. Il s'est sauvé par miracle. Je l'ai retrouvé à temps.
Il venait de s'ouvrir les veines avec des ciseaux de jardinier. L'honneur de la famille était une chose importante à ses yeux, capitaine. C'est moi qui le lui ai inculqué. Soudain, Herbert Conway se retourne et s'élance vers la fenêtre grande ouverte. Léopold le rattrape par la ceinture et le renverse sur la moquette. Pas question de laisser échapper celui-là, comme Harry Vincent avait laissé échapper Marc. Les erreurs des autres servent toujours d'enseignement, n'est-ce pas? Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.